À la réception de l'école de droit de mon fils, on m'a dirigé vers la cuisine. Le personnel de restauration, par ici. J'aurais pu montrer mes identifiants de juge fédéral, mais lorsque le père de sa petite amie a dit « Éloignez cette femme de ménage », j'ai décidé de leur donner une leçon à la dure. Montrer mes cartes trop tôt. Les lourdes portes en chêne du Harvard Club ne se sont pas contentées de s'ouvrir, elles se dressaient menaçantes. Je suis entré à l'intérieur, ajustant le col de mon modeste tailleur bleu marine, prêt à célébrer les fiançailles de mon fils. Mais avant que je puisse faire 2 pas vers la salle de bal, un chef de salle frénétique m'a fourré un tablier blanc immaculé sur la poitrine. Encore en retard, a-t-il sifflé en vérifiant sa montre. La cuisine est par la gauche. Le service au plateau commence dans 5 minutes. Ma main a plané au-dessus des identifiants de juge fédéral dans mon sac à main. J'étais sur le point de le corriger pour clarifier que je n'étais pas laid en retard mais la mère du marié. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix retentir depuis le vestiaire. Une voix que j'ai reconnue instantanément. Sterling Thorne. C'est une question de norme, Madison, disait-il assez fort pour que la moitié du hall l'entende. Si la mère d'Ethan arrive en ayant l'air de venir de récurer des sols, éloigne-la des associés. Nous ne pouvons pas laisser la femme de ménage discuter avec les juges de la Cour suprême. Je me suis figé. Je n'ai pas sorti mon badge. Je ne me suis pas raclé la gorge. J'ai juste regardé le tablier dans mes mains, puis l'homme qui pensait que ma dignité était déterminée par sa tranche d'imposition. J'ai eu un sourire froid et discret. Tout de suite, monsieur, ai-je chuchoté au chef de salle, et j'ai noué les cordons du tablier fermement. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je lis chacun d'entre eux et j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Dans ma salle d'audience, le silence est une arme. Si vous laissez un accusé parler assez longtemps, assez confortablement, il finira toujours, sans exception, par se pendre lui-même. J'ai décidé d'appliquer la même jurisprudence ici. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti humilié. J'ai ressenti la clarté froide et tranchante d'un prédateur entrant dans les hautes herbes. Ce n'était plus une réception. C'était une opération d'infiltration. Je suis entré dans la salle de bal, non pas en tant que juge Lydia Vance, la plus jeune nommée au 2e circuit, mais comme un fantôme en tablier blanc. La transformation a été instantanée. C'est un phénomène psychologique que j'étudie depuis des années. La méthode de la pierre grise. En me rendant inintéressante, plate et servile, je suis devenu invisible. L'élite de New York ne voyait pas une personne. Il voyait un accessoire, un meuble qui servait du champagne. Et parce que j'étais un meuble, il se sentait en sécurité. Je me suis déplacé à travers la foule, le plateau en équilibre sur une main. L'air sentait le parfum coûteux et l'arrogance de la vieille fortune. À travers la pièce, j'ai croisé le regard de mon fils, Ethan. Il se tenait à côté de la tour de champagne, beau mais anxieux dans son smoking. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu. Il a fait un pas en avant, la bouche s'ouvrant pour crier « Maman ». Je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas souri. Je lui ai lancé le regard. C'est le même regard que je donne à un huissier lorsqu'un accusé est sur le point de faire un éclat. Un signe de tête microscopique. Un plissement des yeux qui dit « Repos ». Laissez faire. Ethan connaissait ce regard. Il avait grandi avec. Il a hésité, puis a fermé la bouche, reculant dans l'ombre d'un pilier. Bon garçon. Il réalisait peut-être pour la première fois que sa mère n'était pas juste un parent, elle était une stratège. J'ai encerclé le périmètre, me rapprochant de la famille Thorne. Sterling Thorne tenait sa cour près de l'orchestre, un verre de scotch dans une main, gesticulant sauvagement. Il était à l'aise. Il se sentait comme le roi de la jungle ici. Il ne savait pas que la jungle a des yeux. J'ai observé sa fille, Madison, la fiancée de mon fils. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, quelque chose fait de soie et de diamants. Mais elle ne la portait pas avec grâce. Elle la portait comme une armure. Je l'ai vu claquer des doigts vers un jeune serveur pour qu'il prenne son verre vide, sans même rompre le contact visuel avec sa conversation. Pas de merci. Aucune reconnaissance de son existence. Ils sont tellement chanceux que nous envisagions même cette fusion, Harry Sterling, sa voix portant par-dessus la musique. Ethan est un garçon brillant, bien sûr, mais soyons honnêtes, il fait un mariage au-dessus de sa condition. Bien au-dessus.
Nous faisons œuvre de charité ici. J'ai senti une bouffée de chaleur dans ma poitrine, mais je l'ai versée dans un dossier mental étiqueté preuve. C'était la phase de découverte. Et contrairement à ma salle d'audience, la partie adverse ne savait pas que le procès avait déjà commencé. Je me suis rapproché, remplissant un verre près de son coude. Encore du scotch, monsieur, ai-je demandé, gardant ma voix plate, la dépouillant de toute mon éducation, de toute mon autorité. Sterling n'a même pas regardé mon visage. Il a agité une main dédaigneuse vers moi comme si j'étais une mouche. Continuez à servir et essayez de ne pas en renverser sur le cuir italien. Bien sûr, monsieur, ai-je murmuré. Je me suis éloigné, l'adrénaline s'installant en un œuf froid et dur dans mon estomac. Ils pensaient que je leur servais des boissons. En réalité, je leur servais une corde, et j'allais les laisser en utiliser autant qu'ils le voulaient. Les doubles portes se sont refermées derrière moi, coupant le crescendo de l'orchestre et les rires perçants de la famille Thorne. Le silence soudain du couloir de service était discordant. Cela sentait le liquide vaisselle industriel puissant et le café brûlé. Pour la plupart des gens, ce couloir était un endroit pour se cacher. Mais alors que je m'appuyais contre le mur de carrelage froid, prenant une respiration, je ne me sentais pas caché. Je me sentais ancré. J'ai regardé mes mains. Elles étaient manucurées maintenant, douces grâce à des années de lotion et de bureaux climatisés. Mais la douleur fantôme dans mes jointures était toujours là. Il y a 30 ans, je ne portais pas une robe de juge fédéral. Je portais une combinaison grise. Je travaillais de nuit à la Cour suprême du Bronx, poussant un seau à serpillière sur les sols en marbre que je dominerais un jour. Je me souvenais du son spécifique que faisaient mes manuels scolaires quand je les calais ouverts sur un panneau sol glissant, volant 5 minutes de temps d'étude entre 2 vidages de poubelle. J'ai appris la loi en nettoyant derrière les gens qui la pratiquaient. Sterling Thorne regardait un serveur et voyait un échec d'ambition. Je regardais un serveur et voyais la faim qui bâtit des empires. C'était pourquoi je n'avais pas arraché le tablier dans le hall. C'était pourquoi je n'avais pas crié. Parce que porter cet uniforme n'abaissait pas mon statut. Il me rappelait mon code source. J'ai fermé les yeux, faisant défiler les chiffres dans ma tête, une habitude que je n'ai jamais perdue. Ethan ne connaissait pas toute l'étendue du grand livre comptable. Il ne savait pas que lorsque son père est parti, j'ai liquidé mon petit fonds de retraite pour nous garder dans le bon district scolaire. Il ne savait pas que son semestre à l'étranger à Londres m'avait coûté 3 années de vacances que je n'ai jamais prises. J'avais été l'investisseur silencieux dans sa vie, versant des capitaux propres dans son caractère, composant les intérêts sur son intégrité. Les Thorne, eux, étaient des investisseurs tardifs. Ils sont arrivés quand l'action était déjà haute, essayant d'acquérir une participation majoritaire dans une entreprise qu'ils n'avaient pas construite. J'ai pensé au chèque dont Sterling se vantait pour le lieu du mariage. 50 000 $. Il pensait que cela lui donnait le droit de traiter mon fils comme un cas de charité chanceux et moi comme la bonne. Il se trompait. Je n'étais pas juste une mère protégeant son petit. J'étais un actionnaire majoritaire protégeant son actif. Et je commençais à soupçonner que cette fusion était toxique. Un jeune serveur m'a frôlé en portant un plateau de verre sale, les yeux rivés au sol. « Pardon » a-t-il marmonné. « Menton haut » ai-je dit, ma voix tombant automatiquement dans le ton que j'utilisais pour les greffiers débutants. « Vous êtes la seule raison pour laquelle cette fête a lieu. Ne vous excusez jamais de travailler. » Il a levé les yeux, surpris, puis a hoché la tête. J'ai ajusté les cordons du tablier. La nostalgie était terminée. La phase de justification était complète. Je savais exactement qui j'étais, et je savais exactement dans quoi mon fils mettait les pieds. Il était temps de retourner dans la fosse aux lions. J'ai poussé les portes, laissant le bruit de la fête m'envahir à nouveau. Je ne servais plus simplement des boissons. Je collectais des reçus. La salle de bal était plus bruyante maintenant, l'alcool ayant décapé la première couche de vernis social. Je suis retourné en orbite, un satellite traquant l'attraction gravitationnelle de l'ego de la famille Thorne. Je les ai trouvés près des fenêtres allant du sol au plafond, posant pour des photos. Madison était le centre de gravité, irradiant une sorte de charisme aveuglant et fragile. Elle était flanquée de ces demoiselles d'honneur, qui ressemblaient moins à des amies et plus à des accessoires choisis pour leur capacité à ne pas éclipser la mariée. J'ai regardé Sophia, la jeune serveuse que j'avais vue plus tôt, s'approcher du cercle. Elle tenait un plateau en argent de beignets de crabe, ses mains tremblant légèrement. Elle a attendu une pause dans la conversation, polie, déférente.
Hors d'œuvre, Mademoiselle Thorne, a demandé Sophia doucement. Madison s'est retournée, son visage se tordant dans un éclair d'irritation qui était si rapide, si laid, que c'en était presque impressionnant. Dieu, non, a claqué Madison, reculant comme si Sophia lui avait offert une boîte de pétri remplie de bactéries. J'ai spécifiquement dit au coordinateur pas de crustacés près du cortège nuptial. Essayez-vous de me tuer ou êtes-vous simplement incompétente? La musique a semblé s'arrêter à mes oreilles. Sophia a pâli, sa prise sur le plateau glissant. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas, clairement, vous ne savez pas grand-chose, l'a coupé Madison, sa voix portant ce tranchant nasal de dédain exercé. Partez avant de ruiner la robe. Sophia s'est tournée pour partir, les yeux s'embuant, mais dans sa hâte, elle a heurté le bord d'une table haute. Une seule flûte de champagne a vacillé et basculé, éclaboussant quelques gouttes sur le sol en marbre, nulle part près de la précieuse robe de Madison. Mais on aurait cru qu'une bombe avait explosé. Incroyable, a rugi Sterling Thorne, intervenant. Il n'a pas vérifié si la fille allait bien. Il n'a pas offert de serviette. Il a ri, un son aboyant et cruel. Tu vois ça, Ethan? C'est pourquoi nous payons le forfait VIP, pour éviter la racaille. Le bon personnel n'est pas seulement difficile à trouver. Il est éteint. Ethan avait l'air malade. Il a commencé à s'avancer pour dire quelque chose, mais Madison a posé une main sur sa poitrine, le revendiquant, le réduisant au silence. C'est à ce moment-là que je me suis avancé. Je n'ai pas regardé Sterling. Je n'ai pas regardé Madison. Je me suis agenouillé sur le sol en marbre froid à côté de Sophia. C'est juste de l'eau et des raisins, chérie, ai-je chuchoté, sortant un chiffon de mon tablier. Ça s'essuie tout de suite. Sophia m'a regardé, terrifiée. Je vais me faire virer. Vous ne le saurez pas, ai-je dit, ma voix toujours enveloppée de velours. Je le promets. Tandis que j'essuyais le sol, j'ai levé les yeux. De mon point de vue à genoux, l'angle était parfait. J'ai vu Madison Thorne me dominer, ricanant, sirotant son verre. Elle pensait qu'elle était la reine de ce château parce qu'elle était debout et que j'étais agenouillé. Elle ne comprenait pas la plus ancienne loi du pouvoir. Noblesse oblige. La vraie noblesse sert. Elle protège. Elle élève. Les faibles, les vrais faibles, sont ceux qui ont besoin de marcher sur les autres pour se sentir grands. J'ai regardé sa robe à $8000 et j'ai vu un costume bon marché. J'ai regardé les mocassins italiens de Sterling et j'ai vu un homme sans âme. Je me suis levé en tenant le chiffon sale. J'ai croisé le regard de Madison. Pendant une seconde, juste une seconde, elle a semblé déstabilisée. Peut-être a-t-elle vu quelque chose dans mon visage qui n'appartenait pas à une serveuse. Peut-être a-t-elle vu le juge. Tout est propre, mademoiselle, ai-je dit, ma voix dénuée de chaleur. Il était temps, a-t-elle soufflé en me tournant le dos. Je me suis éloigné, mais je ne rassemblais plus de preuves. Le procès était terminé. Le verdict sur son caractère était coupable. Maintenant, j'attendais juste la phase de la peine, et je devais m'assurer que la punition corresponde au crime. J'ai échangé le plateau de beignets de crabe contre une bouteille de Dominion millésimée et me suis dirigé vers la table d'angle. C'était le sanctuaire intérieur. L'air y était plus rare, plus froid. C'était là que les associés se tenaient en une phalange serrée de smoking noir, le dos tourné au reste de la fête. Ils ne discutaient pas du mariage. Ils discutaient de la mise à mort. En m'approchant, Sterling Thorne se penchait, sa voix tombant dans un ronronnement conspirateur qui portait le poids de l'arrogance pure. La fusion antitrust Méridian est une affaire conclue, messieurs, a dit Sterling en faisant tourner son scotch. 40 milliards de dollars. Le plus gros paiement que ce cabinet ait vu depuis une décennie. J'ai versé du champagne dans le verre de l'homme à côté de lui, un associé principal que j'ai reconnu grâce à sa biographie sur le site web du cabinet. Il avait l'air nerveux. Je ne sais pas, Sterling, a dit l'associé. Le ministère de la Justice est sur notre dos, et l'affaire vient d'être assignée au juge Vance dans le 2e circuit. J'ai entendu dire qu'elle est méticuleuse. Ma main n'a pas tremblé. J'ai rempli le verre jusqu'au bord parfait, sans renverser une goutte. J'ai attendu. Sterling a ri, un son comme des feuilles sèches écrasées sous une botte. Vance. Lydia Vance, je vous en prie. Elle est une embauche pour la diversité avec un cœur d'artichaut. Elle a passé le début de sa carrière au tribunal des affaires familiales.
Elle se soucie des sentiments, pas des trimestres fiscaux. J'ai reculé dans l'ombre, serrant la bouteille froide contre mon tablier. Pièce à conviction A. Sous-estimation de la partie adverse. Mais les rapports d'impact environnemental, a insisté l'associé. Si Vance voit les niveaux de toxicité dans les données de la nappe phréatique, elle bloquera la fusion. C'est une violation de la loi sur la protection des eaux. Sterling a pris une longue et lente gorgée de son verre. Elle ne les verra pas, le cercle est devenu silencieux. Nous n'allons pas les déchiqueter, n'est-ce pas, a chuchoté quelqu'un. Nous ne sommes pas des amateurs, s'est moqué Sterling. Nous allons les enterrer. Nous avons déversé les rapports de toxicité au milieu de la remise de documents de la phase de découverte, boîte 4000, juste entre les reçus de la cafétéria et les registres de validation de stationnement. Elle est juge fédérale avec un rôle surchargé. Elle n'a pas le temps, et elle n'a certainement pas la puissance intellectuelle pour fouiller dans 2 millions de pages de documents pour trouver le seul graphique qui compte. J'ai senti un frisson froid courir le long de ma colonne vertébrale. C'était une sensation que je ne ressentais habituellement que lorsqu'un président du jury se levait pour lire un verdict. Il venait d'admettre la spoliation de preuves. Il venait d'admettre une conspiration pour frauder le tribunal, et il l'avait fait devant le juge même qu'il prévoyait de tromper. Nous l'écrasons, a conclu Sterling en levant son verre. Nous entrons là-bas, nous utilisons de grands mots, nous enterrons les corps, et nous ressortons avec 40 milliards de dollars. À la fusion Méridian. À Méridian, on reprit les hommes en chœur. J'ai ajusté la serviette sur mon bras. Dans ma tête, je ne servais plus de boisson. Je rédigeais un mandat d'arrêt. Plus de champagne, messieurs, ai-je demandé, ma voix invisible. Continuez à servir, ma chérie, a dit Sterling en me tournant à nouveau le dos. Je me suis éloigné, la bouteille lourde dans ma main. Il pensait qu'il enterrait les preuves. Il ne réalisait pas qu'il s'enterrait lui-même. La fusion était le plat principal, mais Sterling n'avait pas fini de festoyer. Il était ivre de pouvoir maintenant. Le genre d'intoxication qui rend les hommes imprudents. Il a passé un bras autour de l'épaule de l'associé principal, changeant le sujet des crimes fédéraux aux triomphes familiaux. Et ce n'est pas seulement le cabinet qui gagne aujourd'hui, a rayonné Sterling, faisant un geste vers sa fille à travers la pièce. Madison vient d'obtenir le poste d'associé d'été au bureau de l'avocat général. Le stage à Washington DC. L'associé a haussé un sourcil. Impressionnant. Ce programme accepte quoi? 3 candidats par an. C'est généralement réservé au top 1% de l'Ivy League. Je me suis figé. Je connaissais ce programme. Je siégeais au comité de surveillance. Le processus de sélection était anonyme, rigoureux et basé entièrement sur le mérite. Madison Thorne, que je venais de voir maltraiter une serveuse pour une erreur qu'elle n'avait pas commise, n'avait ni le tempérament ni le relevé de notes pour ce siège. Sterling a eu un petit rire, un son bas et huileux. Disons simplement que le comité de sélection s'est soudainement rappelé combien ils apprécient la nouvelle salle de lecture que j'ai financée. Ils ont dû faire quelques ajustements administratifs. Des ajustements? A demandé l'associé. Il y avait une fille, Sterling a agité la main avec dédain. Une personne sans importance d'une école publique. Un score parfait au ISAT, apparemment une vraie bosseuse, mais elle n'a pas le pédigré. Nous ne pouvions pas laisser une place comme celle-là être gâchée pour quelqu'un qui n'a pas les relations pour l'utiliser, alors sa candidature a été égarée. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas juste du népotisme, c'était du vol. J'ai regardé par-dessus mon épaule vers l'entrée de service. Sophia était assise sur une caisse de lait pendant sa pause de 5 minutes. Elle avait un livre épais ouvert sur ses genoux. J'ai plissé les yeux. C'était un guide de préparation au ISAT. Les pages étaient cornées, les marges remplies de notes à l'encre bleue bon marché. Les pièces se sont assemblées avec la précision terrifiante d'une plaidoirie finale. Sophia n'était pas juste une serveuse. Elle était la personne sans importance dont parlait Sterling. Elle était la fille qui étudiait jusqu'à ce que ses yeux brûlent, qui travaillait des doubles quarts pour payer ses candidatures, seulement pour voir son avenir volé par un homme qui le traitait comme un cadeau de fête pour sa fille gâtée. Ce n'était plus juste un affront social. C'était le vol qualifié d'une vie humaine. J'ai regardé Sterling. Il n'était pas un père. Il était un parasite. Il se nourrissait des rêves de gens comme Sophia pour engraisser sa propre progéniture. J'ai posé la bouteille de champagne sur une table d'appoint avec un bruit sourd et délibéré.
Le son était final. La phase de découverte était terminée. J'avais le mobile. J'avais la méthode. Et j'avais la confession. J'ai plongé la main dans la poche de mon tablier et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables. J'ai ouvert un contact nommé sénateur Reynolds. Il était l'orateur principal, actuellement dans la loge, et mon plus vieil ami de l'école de droit. J'ai tapé 2 phrases. Code bleu dans la cuisine. J'ai besoin d'un témoin. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'étais plus seulement la mère du marié. J'étais le juge. Les portes de la cuisine se sont ouvertes avec un bruit sourd, réduisant au silence la conversation voisine. Le sénateur William Reynolds se tenait dans l'encadrement, flanqué de 2 agents de sécurité. Il était l'orateur principal, un homme dont le visage était sur toutes les chaînes d'information du pays. Le visage de Sterling Thorne s'est illuminé. Il a lissé sa veste de smoking, s'avançant avec la main tendue, prêt à revendiquer une connexion au pouvoir. Sénateur, un honneur. Sterling Thorne, associé gérant 2. Reynolds est passé directement devant lui. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a marché droit vers la station de service où je me tenais, tenant un chiffon sale. Lydia, a demandé Reynolds, sa voix résonnant dans le calme soudain de la pièce. Juge Vance, pourquoi diable portez-vous un tablier? Le silence qui a suivi était absolu. C'était le genre de vide qui se produit lorsqu'une bombe explose, mais que le son n'a pas encore rattrapé l'onde de choc. La main de Sterling était toujours tendue en l'air, saisissant le vide. Il a regardé le sénateur, puis moi, la femme de ménage, puis de nouveau le sénateur. Son visage est passé du rouge à un gris cendré en 3 secondes chrono. Juge, a chuchoté Madison, sa coupe de champagne penchant dangereusement. J'ai passé la main derrière mon dos et j'ai dénoué le nœud du tablier. J'ai passé le tissu blanc par-dessus ma tête, les plié soigneusement, lentement, et les placer sur le plateau à côté des verres vides. J'ai lissé les revers de mon tailleur bleu marine. Je n'étais plus Sarah Martinez. J'étais l'honorable Lydia Vance. En fait, mademoiselle Thorne, ai-je dit, ma voix projetant jusqu'au fond de la salle sans que je ne l'élève d'1 décibel. Je suis le juge président la cour d'appel du 2e circuit, le même tribunal qui examine actuellement la fusion de 40 milliards de dollars de votre père. Sterling a émis un bruit d'étouffement. Juge Vance, Nous n'avions aucune idée. Clairement un malentendu. Nous plaisantions juste à propos du... Plaisantier? Je l'ai coupé. Je suis entré dans son espace personnel. Il a reculé. Était-ce une blague quand vous avez admis une conspiration pour violer la loi sur la protection des eaux? Était-ce une blague quand vous avez détaillé votre plan pour enterrer les rapports de toxicité dans la boîte 4000 des dossiers de découverte? Le sang a complètement quitté ses lèvres. C'est une conversation privilégiée, a-t-il balbutié. Pas quand vous l'avez crié à un serveur dans une salle bondée, Monsieur Thorne, ai-je dit froidement. Il n'y a pas de secret professionnel avocat-client dans la file du traiteur. Vous avez admis la spoliation de preuves devant un juge fédéral et un sénateur des États-Unis. J'ai fait un signe de tête à Reynolds, qui a croisé les bras et a foudroyé Sterling du regard. Je peux expliquer, a sifflé Sterling. Vous le ferez, ai-je promis, à votre audience de radiation. Je me suis tourné vers Madison. Elle avait l'air petite maintenant. L'armure de sa robe coûteuse s'était dissoute. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une enfant jouant à se déguiser. Et quant au stage de l'avocat général, ai-je continué en la regardant tressaillir. Je siège à ce comité de surveillance. Nous prenons l'intégrité académique très au sérieux. Je sortirai personnellement votre dossier demain matin. Je suis très intéressé de voir comment une candidature a été égarée pour vous faire de la place. Mère, fais quelque chose, Madison a attrapé le bras de sa mère, mais sa mère fixait le sol, souhaitant pouvoir se dissoudre dans le tapis. Ethan, ai-je dit en me tournant vers mon fils. Il est sorti de l'ombre. Il n'avait plus l'air effrayé. Il avait l'air soulagé. Il a regardé Madison, puis moi. Il s'est approché et s'est tenu à mes côtés. Prête à partir, maman, a-t-il demandé. Une dernière chose. Je me suis retourné vers Sterling, qui tremblait maintenant visiblement. Vous aviez raison sur une chose, Monsieur Thorne. Vous devriez vraiment faire attention à qui vous parlez. On ne sait jamais quand la femme de ménage pourrait tenir le marteau. J'ai tourné les talons et je suis sorti.
Le silence a tenu jusqu'à ce que les lourdes portes se referment derrière nous. Je ne suis pas resté pour le gâteau. Au moment où le personnel du Harvard Club servait le dessert, j'étais déjà dans un taxi, mes talons enlevés, rédigeant une déclaration sous serment sur mon téléphone. Les retombées furent rapides. Ce ne fut pas un scandale. Ce fut une implosion. 3 mois plus tard, les gros titres couraient toujours. La fusion Meridian bloquée, Thorne et associés sous enquête fédérale. Sterling Thorne n'a pas seulement perdu l'affaire. Il a perdu le cabinet. Lorsque l'association du barreau a reçu la transcription de sa confession en cuisine, corroborée par un sénateur américain, sa licence pour pratiquer le droit s'est évaporée plus vite que le champagne qu'il avait l'habitude de boire. Mais la vraie justice n'était pas dans la destruction de la vieille garde. Elle était dans la réallocation des actifs. J'étais assise dans mon bureau, le soleil du matin frappant le bureau en acajou. Ethan était assis en face de moi, l'air plus léger, plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait rompu avec Madison ce soir-là dans le hall. Pas de drame, pas de cri, juste un simple retour de la bague. Elle m'a appelé hier, a dit Ethan en remuant son café. Elle travaille dans une boutique à Soho, cela fait partie de son accord de service communautaire, a-t-elle dit. Elle a mal aux pieds. J'ai souri en signant un document. Bien. La douleur est un excellent professeur. Peut-être qu'elle apprendra enfin que le respect n'est pas un héritage. Et le stage ? A demandé Ethan. J'ai ouvert le tiroir supérieur de mon bureau et j'ai sorti un dossier frais. C'était la décision la plus facile que j'ai jamais prise. La scène a changé dans mon esprit pour la semaine précédente. J'avais retrouvé Sophia, la serveuse du gala. Je l'ai trouvée à la bibliothèque, ensevelie sous les mêmes livres de Yessaté. Quand je lui ai tendu la lettre d'acceptation au programme de l'avocat général, celle que Madison avait essayé de voler, elle n'a pas crié. Elle n'a pas sauté. Elle a juste pleuré, silencieusement et en tremblant, comme le font les gens quand ils ont été invisibles si longtemps qu'ils oublient ce que ça fait d'être vus. Elle commence lundi, ai-je dit à Ethan. Elle n'avait pas besoin d'une faveur. Elle avait juste besoin d'un procès équitable. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville. L'horizon était rempli de tours de verre et d'acier, monuments au pouvoir et à l'argent. Mais en bas, dans la rue, la vraie ville bougeait. Les concierges, les serveurs, les chauffeurs de bus, l'armée invisible qui fait tourner le monde. J'ai pensé au tablier plié soigneusement dans mon placard à la maison, juste à côté de ma robe de juge. C'étaient des uniformes différents, mais ils servaient le même maître, la vérité. Sterling Thorne pensait que le pouvoir concernait ceux que l'on pouvait commander. Il a oublié que le vrai pouvoir concerne ceux que l'on peut protéger. Je me suis retourné vers mon fils, mon marteau reposant lourd et silencieux sur le bureau. La justice est aveugle, ai-je dit doucement. Mais elle n'est pas sourde, et elle entend tout. Si vous croyez que le caractère se révèle quand vous pensez que personne ne regarde, partagez cette histoire et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place de Lydia.